Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre émission pour découvrir du contenu juridique qualité et à la cool dans un esprit léger. Vous le savez maintenant, c'est l'objectif de l'émission. On vous donne rendez-vous 2 fois par mois, le jeudi à midi, pour parler de sujets juridiques, mais voilà, sans trop se prendre la tête non plus. Pour me présenter, moi c'est Thibaut Caoudal, je suis un des cofondateurs de la société Leeway. Donc Leeway, qu'est-ce que c'est? C'est une legal tech, une solution de gestion des contrats qui permet aux entreprises de mieux gérer leurs contrats, avoir plus de visibilité sur les risques juridiques, financiers, par exemple, entre autres. Voilà, assez pour moi. Pour mener à bien cette émission, vous le savez, maintenant, je suis accompagné de 2 chroniqueurs exceptionnels, Audrey Deléris, Pierre Landy. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour à tous, ça va très bien, ravi de vous retrouver. Ça va super, il fait un temps magnifique, c'est extraordinaire, donc c'est super. En tout cas, où je suis, il fait un temps magnifique. Je crois que tu as bien de la chance, Pierre. Est-ce que vous voulez dire un mot pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, à volontiers. Pour ma part, donc Audrey Deléris, manager chez Fed Legal. Je suis chasseuse de tête depuis 12 ans maintenant et j'accompagne les entreprises de groupes du CAC 40, mais également des startups et tout ce qu'il y a entre les deux pour le recrutement de juristes, de fiscalistes, de directeurs juridiques et fiscaux. Et j'ai eu le plaisir de cofonder avec Pierre Landy, ici présent, le Fleet Network pour French Lawyers in Tech. C'est le réseau des juristes dans la tech et des startups. On est maintenant 315 si les chiffres sont à jour, donc on est pas mal. Si vous n'êtes pas encore de la partie, rejoignez-nous. À toi, Pierre. Absolument. Rejoignez-nous si vous êtes en poste juriste. C'est uniquement pour les juristes d'entreprise. Petite précision importante. Par ailleurs, eh bien moi, donc Pierre Landy, avocat au barreau de Paris. J'ai travaillé chez Disney, chez Yahoo, chez Ledger. Et maintenant, je suis d'abord membre d'une alliance d'avocats pan-européenne avec que des ex de Yahoo. On est présent en Italie, Espagne, France, Allemagne et Grande-Bretagne, UK. Et par ailleurs, pour ma part, depuis quelques années maintenant, je me concentre sur des services d'executive mentoring, c'est-à-dire que j'accompagne des avocats, des directeurs juridiques, des équipes juridiques à développer leur savoir-être, leur leadership, leur place dans l'entreprise. Et voilà, je travaille avec beaucoup de gens de la tech, moi aussi, forcément, compte tenu de mon background. Voilà pour moi. Merci à tous les deux pour les présentations. On va passer du coup à l'invité du jour. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Stéphanie Fougou qui va nous parler d'un sujet qui déchaîne les passions, hein, on peut le dire, le legal privilege. Et on va l'annoncer dès le début. Stéphanie, elle pense que la France est à la traîne. Stéphanie, comment ça va déjà aujourd'hui avant de passer au sujet? Bonjour Thibaut, bonjour Audrey, bonjour Pierre. Mais ça va très très bien parce que je trouve en plus super sympa de faire ce genre d'émission qui est sérieuse et qui ne se prend pas au sérieux. Donc c'est vraiment très sympa et merci beaucoup de m'avoir invité. Bah, avec plaisir, on est super content de t'accueillir. Est-ce que toi aussi, tu peux te présenter, dire un mot sur toi avant qu'on passe au thème du jour? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Stéphanie Fougou. Dans ma vie professionnelle, je suis de formation avocate. Ça fait presque 25 ans maintenant que j'exerce en entreprise. J'ai commencé en tant que juriste d'entreprise, puis j'ai été directrice juridique et progressivement, j'ai élargi mes compétences et mes activités à du secrétariat général. J'ai plutôt travaillé dans beaucoup de sociétés cotées et j'ai travaillé dans des secteurs très divers, aussi bien des secteurs de B2C que de B2B, des secteurs industriels et des secteurs d'hospitalité et beaucoup de secteurs de New Tech et de Tech. Je travaille aujourd'hui dans tout ce qui est paiement, les solutions de paiement de la FinTech et j'ai longtemps travaillé dans des grandes entreprises de télécom et d'Internet. Bon, parfait. Bah, merci pour la présentation. Peut-être pour commencer par la première question, je pense que c'est bien de mettre un peu de cadre sur le sujet et puis d'expliquer un petit peu
à tout le monde. En fait, de quoi parle-t-on quand on parle de legal privilege? Oui, alors tu as complètement raison de le présenter comme ça. Le legal privilege, c'est entre guillemets, si j'ose dire, une sorte de raccourci ou c'est une des constructions du sujet dont on veut parler qui est utilisée par facilité, je dirais. Donc, pour revenir sur ce dont on parle, en fait, ce dont on est en train de parler, c'est la protection d'un certain nombre d'informations, des écrits, des avis, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient oraux, qui sont des avis qui sont édictés, émis par des juristes d'entreprise. Le sujet, il est là. Il est, doit-on, peut-on, comment rend-on confidentiels ces éléments-là? Et donc, c'est la protection qu'on viendrait conférer à ces avis, écrits ou oraux. Donc, c'est ça dont on parle. Et en fait, il y a deux voies juridiques, alors sans rentrer dans des tonnes de détails techniques parce que je ne suis pas sûre que ce soit l'objet, mais il y a deux voies de construction juridique de ces questions relatives à la confidentialité des avis des juristes/avocats. Il y en a un qui s'appelle en gros le secret professionnel des avocats et que l'on retrouve en France comme l'on retrouve dans pas mal de juridictions de droit dit continental. C'est une approche qu'on appelle une approche in personam. Ça veut dire quoi globalement? Ça veut dire qu'on érige au rang d'infraction le non-respect par un confident, et donc le confident, c'est l'avocat, de son obligation de secret. Ça veut dire que lui, l'avocat, est tenu par une obligation de se taire et de ne pas transmettre certaines informations lorsqu'elles lui sont demandées, et notamment ne pas les transmettre dans le cadre de certains types de contentieux, d'autorités de certaines juridictions, d'autorités administratives et autres. Et il ne peut pas se délier de cette obligation et son client lui-même ne peut pas le délier de cette obligation. Donc, évidemment, j'ai eu la question d'ailleurs dans l'affichage que vous avez fait pour la promotion de cette émission. J'ai eu une petite question sur, j'allais dire, les limites de cela. Bien évidemment, un avocat qui participerait à une infraction, qui essaierait d'aider au montage de ce type d'infraction et autres, évidemment, serait délié de ce secret pour le coup. Et évidemment, serait poursuivi comme l'auteur, le co-auteur ou le complice d'une infraction et du coup pourrait se voir à la fois sanctionné dans le cadre de cette infraction, comme tout un chacun, et pourrait se voir sanctionné aussi par son ordre, par son barreau, pour être suspendu ou voire même être radié du barreau. Ça, c'est la première voie, qui est celle qu'on entend souvent, la notion du secret professionnel des avocats. Et puis, il y a une deuxième voie, qui est celle qui s'appelle le legal privilege, qui en fait est une voie qui est connue dans les pays de common law, les pays anglo-saxons. Et en fait, ça consiste en quoi? C'est en fait une notion qui vise à labelliser des documents qui sont émis par ou adressés par un avocat, par un lawyer, puisque dans ces pays-là, l'avocat, le juriste, tout ça, c'est la même chose, pour interdire son accès, puisque le principe dans ces pays-là, c'est que lorsque l'on rentre, on va dire, dans un système de contentieux, pour faire simple, vous allez du coup devoir tout livrer, sauf certaines choses. Donc, on va vous demander de livrer toutes les informations dont vous disposez, sauf certains éléments qui vont être tamponnés comme étant des informations sous legal privilege. Et dans ce cas-là, c'est le client qui, lui, peut éventuellement décider de tout de même livrer ces informations s'il estime qu'elles sont bonnes, j'allais dire, dans le cadre de sa défense. Donc, ce sont deux approches différentes. Et encore une fois, je ne rentrerai pas dans tous les détails de tout ça, mais ce sont deux approches différentes pour des constructions juridiques, comme on a aussi des systèmes différents juridiques, j'allais dire, entre le continental et l'anglo-saxon. On est dans un système accusatoire, inquisitoire, notamment pénal et autres. Mais à la fin des fins, ce que l'on cherche à discuter, c'est qu'on prenne une voie, qu'on en prenne d'autres en fonction de notre philosophie, notre culture juridique, de nos pays, qu'on prenne l'un ou l'autre. Ce dont on parle, c'est la confidentialité des avis des personnes qui sont nommées juristes. C'est ça dont on parle. Et pourquoi on en parle autant alors? Pourquoi c'est un enjeu, à ton avis, ce sujet? Pourquoi on en parle autant? Alors, on en parle autant parce que, pourquoi on en parle, j'allais dire autant, en France? Parce qu'il y a plein de pays dans lesquels on n'en parle pas tant que ça, puisque c'est devenu une chose inhérente. On n'en parle plus, carrément. On n'en parle plus, exactement. Donc, on en parle en France. Alors, pourquoi on en parle en France? Parce qu'il n'existe pas pour le juriste d'entreprise. Concrètement, moi ayant été avocate, du moment où je suis rentrée en entreprise, on est donc omis du barreau. Et à ce moment-là, ce dont je
je pouvais faire valoir et qui était une obligation qui m'était imposée sur le secret professionnel, n'existe plus en entreprise. Donc, les avis que je peux échanger, soit avec un tiers juriste, soit en interne vis-à-vis d'un client interne, ne sont absolument pas protégés par ce secret, ce qui veut donc dire que toute autorité externe, que ce soit l'autorité de la concurrence, que ce soit l'AMF, que ce soit dans le cadre d'un contentieux avec un ex-partenaire ou autre, peut être mis dans le cadre de ces recherches, on va dire. Donc, pourquoi on en parle autant? Parce que, la réalité, c'est que tout le fondement du droit, tel qu'il a été créé dans tous nos pays, il a été créé à partir de la notion de confiance et cette notion d'une confidence. La confidence nécessaire dont a besoin un conseiller pour pouvoir conseiller de manière paisible. L'idée, c'est que si on a constitué ça depuis des années, et là je ne parle pas de la France, je parle en effet de tous les pays qui ont embarqué cette idée, c'était de dire qu'il y avait une sorte de caractère existentiel à la manière d'utiliser, de rédiger et de faire valoir l'utilité du droit, c'est que justement il existe cette notion de confiance et cette notion de confident. Donc ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, elle manque lorsque l'on parle de l'entreprise et du juriste d'entreprise. La deuxième chose sur pourquoi on en parle tant, c'est qu'en effet, depuis des années, on fait valoir que la France, à la différence de plein d'autres pays, environ 17 pays, si je ne m'abuse aujourd'hui, en Europe, disposent d'une manière ou d'une autre de cette protection des avis des juristes d'entreprise, ce qui n'est pas le cas toujours en France, et de la même manière dans les pays anglo-saxons. Donc, on en parle aussi parce que ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que des tonnes de rapports ont été écrits sur la question pour faire des propositions, pour indiquer qu'il y avait une difficulté, pour indiquer qu'il fallait absolument, j'allais dire, remédier à cette situation et qu'elle n'a toujours pas été remédiée. Et puis aussi parce que la situation, au-delà de la manière d'exercer le droit, qui est un vrai sujet pour la manière de pouvoir conseiller, comme je l'indiquais, c'est qu'aussi les sociétés sont devenues de plus en plus internationales et ont des sujets de plus en plus internationaux, et se sont vus du coup exposés à des situations très inégales, et donc des façons de pouvoir protéger un certain nombre d'informations très inégales selon les pays, et du coup j'allais dire un défavoritisme qui s'est créé à l'égard des entreprises françaises et des situations françaises. Et justement, Stéphanie, comme tu le disais, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Pourquoi c'est aujourd'hui urgent, là, en 2021, d'avancer sur ce sujet, justement? Alors, je vais dire la réalité, c'est que c'est urgent depuis très longtemps. Mais malheureusement, malheureusement, les choses sont très lentes et on sait que dans notre pays, en tout cas, parfois, les réformes peuvent être très lentes. Ça fait des années. L'Association française des juristes d'entreprise, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider pendant 4 ans, s'est quasiment fondée sur ce sujet juste avant les années 1970, lorsqu'on était en train de redébattre de la notion de la profession juridique en France, avait déjà ce point sur la table. On avait déjà réussi à avancer un peu en faisant falloir qu'un juriste d'entreprise était quelqu'un qui avait du coup la possibilité de traiter des sujets juridiques en entreprise et non pas simplement un avocat qui avait une sorte de monopole, on va dire, pour faire simple, sur le droit, et donc d'évoquer que c'était possible. On n'avait jamais réussi à aller au-delà de ça. Alors, les choses ont beaucoup changé avec le temps. D'abord, ce que l'on indiquait un peu en criant au loup pendant des années, s'est avéré réel parce qu'il y a eu des contentieux dans lesquels les entreprises françaises ont perdu beaucoup d'informations sont parties à l'étranger. Il y a eu des lois extraterritoriales qui sont devenues de plus en plus prégnantes, donc où les gens ont pris conscience de cette inégalité. Et puis, parce qu'il y a de plus en plus de juristes d'entreprise, il y en a un peu plus de 16 000 aujourd'hui en France, et que c'est j'allais dire, c'est une réalité du quotidien, et il y a quasiment 30% de ces juristes d'entreprise qui viennent de cabinets d'avocats et qui sont parfois surpris de se dire qu'ils ne sont pas dans la même situation lorsqu'ils travaillent pourtant sur les mêmes sujets en entreprise. Les choses ont quand même beaucoup évolué, je dirais, parce qu'au début, il y avait des craintes excessivement fortes, qui sont des craintes diverses. Il y avait des craintes liées au fait de métiers qui
qui craignaient l'évolution, entre guillemets, de leur propre métier versus d'autres métiers. Il y avait des contestations sur le fond, sur le fait de savoir s'il y aurait des déontologies qui seraient appliquées à des juristes d'entreprise, chose qui a été le cas puisque l'Association française des juristes d'entreprise a construit elle-même volontairement son cadre déontologique puisqu'il n'en existait pas, puisque la loi ne le reconnaissait pas. Elle a fait des propositions. Donc, les choses ont beaucoup avancé. Et aujourd'hui, ce sont les gouvernements eux-mêmes, en dernier lieu, et c'était le ministre de la Justice lui-même, qui fait des propositions et qui revient avec ça. Mais reste beaucoup de contestations, de craintes et d'argumentations diverses en France sur ce sujet. Et tu sais que ce n'est pas du tout théorique ce dont on parle. Moi, j'ai été moi-même pendant 15 ans directeur juridique Europe et Moyen-Orient chez Yahoo. Donc, très fier d'être un Français à un poste aussi stratégique et que ce ne soit pas pour une fois un de nos amis anglo-saxons qui a eu le poste. Cependant, je me suis trouvé sur un dossier en particulier dans une situation ubuesque où c'était tellement sensible qu'il ne pouvait pas être envisageable une seule seconde que je sois au courant de tout, parce que si j'allais être auditionné par la police, hors de question que je mente. Donc, eh bien, pour que je ne mente pas, il ne faut pas que je sache, alors que ça concernait ma région. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné le dossier en gestion au directeur juridique Angleterre, Royaume-Uni, qui a fait les meetings avec le CEO de Yahoo, les exécutifs aux États-Unis, le directeur juridique monde. Et moi, je regardais passer le train et je n'étais pas du tout au courant de ce qui se passait pour pouvoir dire, et j'ai été auditionné, que je n'étais pas au courant. C'est complètement absurde. C'est une perte de compétitivité hallucinante. Et je dois avouer que les Américains, quand ils ont découvert cette histoire de legal privilege, bon, ils sont tombés des nues. Après, je les ai rassurés, c'est pas si souvent que voilà, mais je me suis dit, ils vont me sortir, ils vont me dire, Pierre, tu peux pas continuer de directeur juridique si tout ce que tu écris peut se retrouver dans les mains des autorités, etc., que tu n'es pas protégé par la confidentialité. Donc, lorsque j'entends certains dire que ce n'est pas un combat à mener ou qu'on n'est pas à la traîne, non, il y a un vrai problème et concrètement, ça pose un vrai problème et il faut le régler. Il y a peut-être une chose sur laquelle, pour rebondir sur ce que dit Pierre, sur lequel j'aimerais juste mettre un point tout de suite, c'est que dans les différents arguments qu'on entend à l'encontre de cette évolution, il y en a plusieurs. Il y en a un, alors je vais en citer quelques-uns. Il y en a un qui d'ailleurs a été cité dans le cadre des échanges sur LinkedIn. Il y en a un qui consiste à dire, mais demain, les enquêteurs qui sont des enquêteurs souvent, on va dire, dans la partie pénale, si j'ose dire, les enquêteurs qui sont déjà bien en mal et ont parfois des manques de moyens en France, vont être encore dans une situation plus compliquée parce que, je rappelle ce que ça veut dire que si le juriste d'entreprise demain pouvait bénéficier de la confidentialité de ses avis, il y a plusieurs manières de faire ça, bien évidemment. Nous sommes tous juristes autour et on sait qu'il y a toujours des constructions intelligentes pour faire ça. Mais globalement, ça voudrait dire qu'il serait rattaché à un conseil ordinal, donc de la même façon qu'un conseil de l'ordre, par exemple. Alors, ça pourrait être parce que enfin les juristes et les avocats deviennent les mêmes et la même fonction, la même profession, ou alors à part, les juristes de l'entreprise auraient leur propre institution et un propre ordre, entre guillemets, de l'institution. Et ça veut dire qu'en effet, lorsqu'il y a une enquête, de la même façon que lorsque les enquêteurs souhaitent aller dans un cabinet d'avocats chercher des informations, ils doivent en informer le bâtonnier. Le bâtonnier ou quelqu'un, le représentant, doit être présent afin de s'assurer que les choses soient observées. Et s'il y a une contestation parce qu'un enquêteur dit « mais non, moi cette information, je veux tout de même la prendre parce que je pense qu'il y a un faisceau d'indices qui m'amène à penser qu'il y a une fraude potentielle à laquelle a participé, entre guillemets, ce juriste ou cet avocat », l'affaire est menée devant le juge des libertés et des défenses, de droit, donc JLD, appelé ainsi, pour décider si en effet cette information doit être divulguée ou pas. Donc, ça veut dire qu'en effet, il y a des étapes un peu différentes pour assurer cette protection. Alors, certains disent, oui, mais alors déjà, c'est très compliqué de faire une enquête, on a très peu de moyens en France, c'est très lourd, donc rajouter ceci viendrait juste empêcher les enquêtes. Moi, je réponds juste à ça que, il est potentiellement vrai, en effet, que j'allais dire, quand ils regardent face à ce que les États-Unis ont donné comme pouvoir et comme nombre de personnes et comme moyens
à leurs enquêteurs, je peux comprendre que les Français trouvent parfois qu'ils sont bien démunis. Maintenant, on l'a toujours dit, moi je suis prête à soutenir, et mes amis et collègues aussi, on est prêt à soutenir, j'allais dire qu'il y ait plus de moyens pour eux, voire qu'il y ait potentiellement un JLD dédié au secret professionnel, mais ce n'est pas parce que nous avons des problèmes de moyens potentiels qu'il faut pour autant en oublier des équilibres nécessaires en termes de respect du droit et respect du contradictoire. Donc je pense que cet argument peut être juste, mais il n'empêche pas que ce n'est pas pour cela qu'on doit arrêter un train de nécessité. La deuxième chose que j'entends parfois, c'est « Ah oui, mais un juriste d'entreprise, en gros, ça fait du business, c'est là pour faire du fric, c'est là pour participer à des boîtes, c'est très libéral, c'est du grand capitalisme, ça n'a aucune déontologie. » Or, la notion du secret professionnel est un élément de base de la déontologie d'un avocat. Et on le reconnaît bien volontiers. Et moi, je suis absolument à la défense et au soutien. D'ailleurs, quand j'entends en ce moment les débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale, je suis totalement au soutien de la profession d'avocat qui défend son secret professionnel et on le comprend. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela qu'on le défend aussi. Donc, quand j'entends ça aussi, j'ai envie de dire d'abord, il y a beaucoup de préjugés sur l'entreprise. L'entreprise n'est pas le lieu de tous les margoulins. On ne crée pas une entreprise en disant que l'objet social est évidemment de faire de la fraude. La deuxième chose, c'est que fort heureusement, notre bataille depuis maintenant presque 40 ans d'avoir des juristes d'entreprise qui soient très présents dans les entreprises et qui soient à haut niveau dans les entreprises, à l'inverse de ce que certains laissent entendre, c'est que justement, ça leur donne une véritable indépendance, ça leur donne une véritable autonomie, parce que s'ils sont appelés par certains dirigeants, c'est justement pour être là, pour pouvoir challenger leurs avis, pour pouvoir leur donner une autre vision. Ils sont aussi protégés, j'allais dire, par un droit du travail qui fait qu'on ne sort pas un salarié comme ça juste parce qu'il n'aurait pas voulu monter une fraude. Ça ne s'est jamais vu. Donc oui, il a une protection qui est encore plus forte, je dirais, qu'un avocat avec lequel vous n'avez juste pas envie de travailler parce qu'il ne conviendrait pas à la demande que vous avez. Et donc, sa particularité, le fait qu'il participe justement à cette stratégie et qu'il soit capable de l'orienter en donnant justement un vrai avis sur la question et en pouvant conseiller ses dirigeants et en pouvant les éclairer sur des choses qui, entre nous, sont de plus en plus complexes, est encore plus positif. Et on a en effet, dans toutes les propositions qui ont été faites, sur lesquelles je ne viendrai pas, mais je serais ravie de pouvoir discuter en parallèle avec quiconque le souhaite, dans toutes les propositions qui ont été faites, il est évidemment dans l'intérêt des juristes d'entreprise d'être attachés à un barreau, un conseil de l'ordre ou autre, de pouvoir renforcer cette déontologie qui existe, de pouvoir les soumettre à cette déontologie, et dans ce cadre-là, ils auraient leur contrat de travail, mais ils auraient aussi, dans le cadre du secret et de l'application de leur déontologie, à s'en soumettre à ces ordres ordinaux. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment, j'allais dire, de véritable débat. Et puis, je dirais tout simplement que ça s'est démontré dans tous les autres pays. Les États-Unis sont les premiers à écrire en noir sur blanc, notamment même le DOJ, quelle est l'importance primordiale du fait que les juristes d'entreprise soient au plus haut niveau de l'entreprise pour pouvoir justement l'orienter. Et enfin, je dirais ce que j'ai dit un peu au début et exprimé, c'est qu'il ne faut pas croire que la question, ça soit d'essayer de cacher quelque chose. On n'est pas là pour essayer de cacher quelque chose, ni avec l'idée non plus que c'est le coffre-fort dans lequel tous les gens qui voudraient faire des horreurs viendraient les déverser. La première chose, c'est que c'est tout à fait l'inverse. La plupart du temps, quand on veut faire des horreurs, on ne vient pas vous les dire. Parce qu'en tant que juriste d'entreprise, vous avez une certaine intégrité, vous avez une manière de travailler qui fait qu'on ne va pas aller vous dire ce genre de choses. C'est plutôt le juriste qui va aller chercher cette information, d'où la nécessité de la confiance. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes véritablement dans le cas de l'expression de ce qui a pu se passer en entreprise, et on le voit par exemple dans toutes les obligations qui sont données aujourd'hui en termes de compliance, et c'est très bien, il y en a énormément. L'objectif, c'est que l'on puisse conseiller, on puisse aller chercher potentiellement les difficultés qu'ont rencontrées une entreprise, voire les méfaits qu'aurait commis une entreprise pour pouvoir y remédier. C'est ça le but du jeu. Le but du jeu, ce n'est pas de faire, je dirais, de l'autodélation ou soi-même de s'auto-incriminer sur des choses. Pour parler très, très concret, quand aujourd'hui vous écrivez un avis et que vous écrivez un avis à votre client interne, votre dirigeant, n'importe qui, il est très rare, malheureusement, en droit, que ce soit du black or white. La plupart du temps, vous allez lui expliquer que son avis est pas mal, son idée est pas mal, mais que vous essayez de lui expliquer en quoi il y a des limites à ça, ce qu'il faudrait faire ou pas faire, ce que vous recommandez potentiellement, ce que les juges pourraient en penser, et parfois la jurisprudence est mouvante. Donc, vous allez pouvoir faire ça. Ce que l'on ne souhaite pas, c'est que cet avis-là, qui est là pour vous éclairer, pour vous conseiller,
que cet avis soit pris pour auto-incriminer une société sur la manière dont elle aurait décidé de faire. Qu'après un dirigeant ou un de vos clients internes décide de s'asseoir dessus et décide concrètement d'aller à l'encontre et de commettre une véritable fraude ou une infraction, là, c'est un autre débat. Et évidemment que là, les enquêteurs, les tribunaux et autres devront venir le rechercher. Mais le simple fait que vous ayez orienté en disant que potentiellement, il y aurait des risques à faire ceci ou cela, ce n'est pas une décision définitive, ce n'est pas une décision devant un juge, c'est juste un éclairage de situation. Et c'est cet éclairage dont ont besoin tous les managers pour pouvoir prendre une décision de manière ouverte, simple et en confiance. Et du coup, Stéphanie, tu nous as parlé donc des US, on a parlé de la France aussi, bien évidemment. Tu nous as aussi dit qu'il y avait 17 pays en Europe qui reconnaissaient et qui reconnaissent plus ou moins du coup le legal privilege, avec peut-être un intitulé un petit peu différent. Tu peux nous faire un petit focus peut-être sur ce qui se passe en Europe, justement, peut-être les dernières évolutions Ouais, par rapport à ce qui se passe? Alors, il y en a 17 qui le reconnaissent pour sûr. Dans ceux qui aujourd'hui ne le reconnaissent pas complètement ou qui ont en fait surtout pas pris encore de décision dessus, ce sont souvent des pays un peu nouveaux, j'allais dire, dans les régimes. Ce sont des pays parfois d'Europe de l'Est. Et ce sont des pays qui sont en train de construire tout leur régime juridique sur pas mal de choses. Et donc, nous avons des discussions avec eux et ils s'y intéressent évidemment énormément. Sur les grands pays que l'on connaît, que ce soit de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Europe du Nord et autres, ce sont des systèmes qui existent. Les toutes dernières évolutions, elles ont eu lieu justement, notamment en Espagne. En fait, l'Espagne est déjà un pays dans lequel l'avocat et le juriste d'entreprise sont le même métier, si j'ose dire. Ils sont vus comme des lawyers, donc ils font partie de la même désignation. Ce qui n'était pas encore assez formalisé et totalement clair, c'était justement le fait qu'ils bénéficient en tant que lawyers in-house, comme on appelle, qu'ils ne bénéficiaient pas de manière assez claire de cette notion de secret professionnel / de confidentialité. Et donc, ça a été indiqué dans le cadre d'une loi qui a été rendue effective au 1er juillet 2021, dans lequel il a été précisé de manière très claire que ce soit en interne ou que ce soit en libéral dans un cabinet d'avocats, qu'un avocat, de facto, bénéficiait en effet de ce secret professionnel et bénéficiait et en était obligé sur ce secret professionnel et cette confidentialité et a donc exprimé les choses de manière plus claire. Il y a eu une deuxième, j'allais dire un deuxième fait d'armes, entre guillemets, qui lui a eu lieu à Rotterdam. Il y avait un contentieux qui était un contentieux en cours sur, j'allais dire, des affaires de compliance, pour faire simple. Il y avait des juristes qui travaillaient sur ces dossiers, une quinzaine de juristes, avec des juristes qui étaient internes à la société, des juristes qui venaient de l'étranger. Et donc, il y a eu pas mal de débats qui ont été soulevés sur la manière d'appréhender tout ça. Et ce qui est intéressant dans cette jurisprudence, que d'ailleurs, je pense, on vous a mis en lien, et s'il y avait quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas à m'appeler non plus là-dessus. Ce qui a été intéressant, c'est que justement, il y avait eu un débat qui avait été soulevé sur la notion du directeur juridique qui était au niveau du COMEX et est-ce que cela posait un problème. Et la réponse, finalement, a été de dire non, ça n'en est pas du tout, ce n'est pas un enjeu. C'est justement même plutôt aidant de se dire que ces personnes sont là pour éveiller la conscience de nos directions générales et pour aider à comprendre dans le méandre des difficultés juridiques. Donc, ça a été évoqué comme n'étant absolument pas un sujet entre le positionnement au niveau d'un management ou les autres. Et de la même manière, a été indiqué de manière précise que si un juriste, un avocat externe, j'allais dire, ou un juriste qui travaillait, qui était dans un autre barreau et qui travaillait auprès d'une société d'une autre nationalité, qu'il était surtout important qu'il se déclare sur le terrain, j'allais dire, sur le sol sur lequel il travaillait et qu'il puisse souscrire à la déontologie qui était liée à ce pays-là. Donc, certains ne l'avaient pas fait, la formalité n'avait pas toujours été rencontrée, mais donc ce qui a été rappelé est ce que l'on concède absolument et que l'on comprend tout à fait aussi. Et dis-moi, Stéphanie, on a beaucoup parlé de ceux qui ne sont pas trop pour. On a quand même des alliés dans cette affaire? Oui, on a pas mal d'alliés. On a beaucoup d'alliés. D'abord, il y a beaucoup d'avocats. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'avocats qui sont tout à fait favorables à ça et qui le comprennent depuis des années. Certains qui ont été en entreprise, en cabinet d'avocats et qui ont pu voir
peut-être un peu l'ineptie du système. Beaucoup d'avocats qui sont souvent des avocats au conseil ou des avocats qui travaillent de manière très proche avec les entreprises. Donc, il y a beaucoup d'avocats et beaucoup de personnes du monde juridique qui sont au soutien. Aujourd'hui, il y a un gouvernement. Je rappelle que c'est Emmanuel Macron, notre président, qui, en 2015, a mis sur la table cette proposition pour la première fois. Elle n'est passée pas très, très loin, mais elle était encore peut-être pas totalement assez mûre pour être acceptée par pas mal d'autres personnes de la profession. Donc, on a pas mal de personnes qui sont en effet aujourd'hui au soutien. Après, il ne faut pas le cacher, il y a des craintes, et moi j'ose le dire, il y a des craintes parce que, comme dans toutes les professions, ce sont des professions qui se transforment énormément, la profession d'avocat, et on le voit tous les jours. C'est une profession qui voit subitement qu'il y aurait 16 000 juristes d'entreprise dans une autre grande profession dans laquelle ils sont aujourd'hui 60 000 et où certains sont parfois en difficulté. Et donc, une sorte de crainte de se dire, est-ce que tout ça crée une concurrence ? Alors même que la réalité, c'est que c'est plutôt une très grande complémentarité, que l'objectif du juriste d'entreprise n'est pas d'aller au-delà, j'allais dire, de l'engagement qu'il a pour son entreprise, n'est pas de plaider à la place d'un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui des gens très vaillants et très, très bons à connaître les coursives des palais, ce que les juristes d'entreprise ne connaissent pas et ne cherchent pas à connaître, puisqu'ils ont une appréhension du métier très, très différente. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de craintes. Ce dont je suis assez convaincue, c'est que quand on met les choses sur la table à la fin des fins, on est tous juristes et il y a beaucoup de choses qui s'aplanissent très rapidement. Après, il y a ceux que j'ai invoqués qui sont notamment, j'allais dire, des enquêteurs qui peuvent avoir aussi des craintes à se dire qu'ils vont avoir du mal à mener leurs enquêtes, mais ça, je crois que j'ai essayé en tout cas d'y répondre et en tout cas, on est prêt à leur côté à soutenir certaines demandes et autres si c'était des problématiques de moyens. Et puis, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui sont aussi à nos côtés, le MEDEF, la FEP. Il y a 4 ans de ça, on avait fait signer une pétition pour demander qui était au soutien. Il y avait plus de 140 patrons d'entreprises qui avaient signé cette pétition. Et il y a aujourd'hui aussi un grand site qui s'appelle les Grenelles du droit, tout droit devant. Et vous avez plus de 600 avocats et autres juristes qui avaient signé ce genre d'engagement il y a de ça quelques années quand on était parti sur ce projet. Et Stéphanie, pour finir sur ce sujet qui du coup est passionnant et on te sent passionnée aussi d'ailleurs, tu pourrais nous parler des prochaines étapes justement pour faire avancer les choses en France en tout cas? Bien sûr. Oui, alors moi je suis passionnée, mais je suis passionnée, j'allais dire, j'ai la chance d'abord de manière très opérationnelle, j'ai eu à gérer ce genre de sujet très souvent dans l'entreprise et je sais combien il est complexe et combien il nous met en difficulté. J'ai eu comme Pierre à être exclue de certains sujets qui étaient traités par des équipes et pour lesquelles je ne pouvais même pas remonter de l'information au niveau de la direction générale parce que j'étais le maillon faible et que je risquais de casser la chaîne de confidentialité et que du coup, on ne pouvait pas prendre ce risque-là. Donc, un vrai sujet, j'allais dire, de gestion de risque. J'ai eu à gérer ce sujet quand vous devez recommander à vos directions générales de faire des choses et que de simple fait d'écrire et d'élaborer toute votre réflexion juridique devient un vrai sujet sur lequel vous ne savez même plus comment le traiter et vous en arrivez à ne plus écrire, mais simplement à parler. Donc, j'ai eu à le gérer au quotidien. J'ai eu à le gérer face à des entreprises qui n'étaient pas du tout bienveillantes et dans des pays dans lesquels on a beaucoup mieux compris que nous que le droit était un outil phénoménal pour faire de la géopolitique, de la politique et de la stratégie économique d'attaque face à d'autres pays. Donc oui, ça me passionne beaucoup. Alors pour répondre vite, le ministre de la Justice y est revenu il y a quelques mois, en décembre, janvier, a refait une proposition. C'était une proposition pour faire une sorte d'expérimentation d'avocats en entreprise. Elle a, comme d'habitude, j'allais dire, déjà permis de remettre un certain nombre de points sur la table et d'en rediscuter. Malheureusement, il y avait encore des oppositions assez fortes du côté des avocats et des jeunes avocats. Et du coup, elle n'a pas réussi à persévérer plus longtemps. Et à l'époque, je pense qu'il y avait aussi un contexte qui n'était pas non plus totalement favorable, je dirais, sur ces questions de secret professionnel, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de débats encore qui sont sur la table. Il reviendra, c'est sûr, et nous continuerons à le faire revenir sur la table si ce n'était pas fait par nos alliés. Il reviendra peut-être à l'occasion du lanceur d'alerte. Vous savez qu'il y a une directive européenne qui doit être transposée. Vous savez qu'il y a des évolutions qui ont été présentées
par un député qui s'appelle Raphaël Gauvain, qui est quelqu'un qui avait été mandaté par Emmanuel Macron il y a quelques années pour travailler justement sur ce sujet de compétitivité et qui est revenu aussi sur ce sujet à l'occasion de réflexions sur les impacts de la loi Sapin 2. Donc, il va y avoir encore des fenêtres d'ici la fin de l'année et il y aura de toute façon de nombreuses fenêtres qui reviendront. Donc oui, le sujet n'est absolument pas éradiqué et de plus en plus de personnes savent que c'est une évidence. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Stéphanie. Effectivement, on pourrait creuser avec toi pendant encore des heures. Si vous avez des questions pour Stéphanie, n'hésitez pas à les poser. Et puis maintenant, on va passer aux chroniques du jour. Absolument. Audrey, voilà ton jingle. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, ma chronique s'adresse aux jeunes juristes. Vous qui êtes étudiants sur les bancs de la fac de droit, vous qui rédigez vos commentaires d'arrêt, vous qui relisez vos fiches Bristol stabilité de toutes les couleurs, vous qui vous demandez, dois-je continuer après mon Master 2 et ou passer le CRFPA. Alors stop, prenons le temps d'en discuter ensemble justement et permettez-moi de vous donner mon avis de chasseuse de tête. Voilà, d'un côté, il y a l'avocature. Pour beaucoup, c'est une véritable vocation, le prestige de la robe, la plaidoirie, le conseil aux clients, mais aussi le développement d'une véritable expertise en droit commercial, dans les sociétés, droit public des affaires. Et c'est vers vous qu'on se tourne pour avoir une réponse très précise, un accompagnement pointu sur un sujet. Évidemment, il faut aussi avoir un vrai sens du commercial, vouloir développer une clientèle, la fidéliser, la conseiller, sans quoi, évidemment, pas de dossier. Maintenant, côté juriste d'entreprise, on peut aussi être expert d'un sujet, bien entendu, ou au contraire être beaucoup plus généraliste. Être en interne peut parfois vous permettre d'intervenir sur des sujets très variés, de travailler en mode projet avec les équipes opérationnelles, le marketing, les commerciaux, les services informatiques. Et ce sont donc eux, vos clients internes. C'est aussi la possibilité pour vous de voir les dossiers de A à Z, d'en suivre l'aboutissement, de participer aux décisions que prend une entreprise, car être juriste, c'est aussi décider. Et ce n'est pas Stéphanie et Pierre qui vont dire le contraire, je pense. Enfin, être juriste signifie aussi la possibilité de participer à l'évolution d'une société quand vous arrivez au tout début et de participer à la croissance de cette société. Et là, évidemment, petit clin d'œil aux startups. En réalité, il n'y a pas de bonne ou mauvaise voie, il y a seulement celle qui vous correspond. Vers quelle manière d'exercer le droit, en fait, votre cœur balance-t-il? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Ce qui est rassurant aussi, c'est que ce choix n'est pas irrévocable. Un changement est toujours possible. La preuve, encore une fois, en est avec Pierre et Stéphanie ici présents. Un passage du cabinet vers l'entreprise, c'est vraiment très fréquent. Moi, je le vois depuis de nombreuses années. Beaucoup deviennent juristes après 3 ou 5 ans d'expérience en cabinet, d'autres un peu plus tard, souvent avant 10 ans d'expérience. Petit point de vigilance, plus vous attendez, plus vous devenez cher et un peu moins malléable pour l'entreprise. Donc, faites juste attention à ça. Maintenant, passage de l'entreprise vers le cabinet, le passage est un petit peu plus rare et plus facile avec un peu moins de 5 ans d'expérience. Et après 8 ans d'expérience, vous avez possibilité de passer l'équivalence. Mais attention, plus vous attendez et plus ça va être un petit peu compliqué si vous changez un petit peu d'avis, entre guillemets, puisque vous allez devenir être assez cher en fait, pour des cabinets, surtout que vous n'aurez pas de clientèle. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez toujours aussi envisager de monter votre propre structure ou d'être un ultra expert du sujet avec au moins 15-20 ans d'expérience. Et là, le monde des cabinets vous accueillera avec des bras un peu plus ouverts, vous et votre réseau. Mais avant d'envisager une éventuelle passerelle, vous qui êtes en Master 1 ou Master 2 et vous qui vous demandez si vous devez passer le CRFPA, vous devez vous poser ces questions-là. Est-ce que vous avez vraiment envie? Donc, si c'est un grand oui, allez-y, foncez, ne réfléchissez pas. Si vous avez des doutes, je vous encourage à multiplier les stages pour tester. En plus, ça vous permettra d'acquérir de l'expérience et d'encore mieux vous vendre, surtout en début de carrière. Là, je me souviens d'une candidate qui avait un profil absolument parfait sur le papier. Un master dans une université prestigieuse, le CAPA, une école de commerce, le LM. Elle avait vraiment fait tout ce qu'il fallait. Elle cochait toutes les cases. Et pourtant, sur un process de recrutement, c'est l'autre candidat qui a été choisi, celui qui avait un petit peu moins de diplôme, mais cette superbe année d'expérience en tant que stagiaire. Et ça fait un petit peu la différence. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'évidemment, les diplômes ne servent à rien, au contraire, mais l'expérience compte. Et ça, il faut avoir ça en tête. Ensuite, soyez curieux. Quand on est jeune juriste, il faut vraiment poser des questions. J'ai été, par exemple, contactée en tout début de semaine par une étudiante en master, justement, qui m'a dit: est-ce que vous pourriez mettre en relation avec un juriste dans la tech, en start-up, parce que je ne comprends pas exactement ce qu'il fait au quotidien et j'aimerais en savoir plus. Je l'ai mise en relation avec quelqu'un du Fleet Network, donc, qui a répondu. Merci à elle, d'ailleurs. Ensuite, si vous acceptez un stage de césure ou un CDD après vos diplômes ou avant la fin de votre dernière année, ne pensez pas « je vais perdre un an », mais plutôt
je vais gagner 1 an d'expérience. Et ça, c'est absolument génial. Donc, capitalisez sur vos stages et vos expériences, peu importe ce qu'elles sont, en stage, en CDD ou peu importe. Mon conseil, ne passez pas le CRFPA pour faire bien sur votre CV ou pour faire plaisir à vos parents, mais parce que vous en avez envie. Il est vrai que quelques années en cabinet sont d'une excellente formation, ça c'est évident. Mais si vous savez d'ores et déjà que vous avez envie de vous frotter aux questions opérationnelles tout de suite, eh ben, allez-y, foncez en entreprise. Il y a d'excellents juristes qui ont fait toute leur carrière dans l'entreprise et ça s'est extrêmement bien passé sans forcément avoir le CAPA non plus. Donc, je vous rassure, dans tous les cas, que vous choisissez de devenir avocat ou d'embrasser la carrière de juriste, vous travaillerez main dans la main avec vos confrères de cabinet ou l'entreprise. Et le juriste et l'avocat sont complémentaires, ne l'oublions pas. Et c'est ce qui fait la richesse de tous ces beaux métiers du droit. Merci. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Audrey. Et effectivement, je lance mon propre jingle. C'est parti. We do. Stéphanie me regarde et oui, je n'ai pas changé. On se connaît depuis bientôt 25 ans avec Stéphanie. Et non, j'ai pris du disco évidemment pour ma chronique. Ben, moi, je vais vous parler de comment, lorsque vous êtes juriste ou directeur juridique, vous devez vous y prendre lorsque vous devez faire des présentations à votre COMEX, à votre CEO, aux dirigeants. Donc, on ne le fait pas si souvent, donc on manque un petit peu d'expérience et ça peut être très intimidant. Hein. Puis ces cadres supérieurs ont souvent peu de temps à perdre. Les questions juridiques ne font généralement pas partie de leur sujet favori. Vous pouvez sentir leur impatience dès que vous ouvrez la bouche dans le meeting. Alors, comment s'y prendre? Écoutez, même si ce n'est pas facile, il y a quand même des trucs et astuces, tant sur la forme que sur le fond. Alors, comment s'y prendre? Alors, la forme, déjà, préparation. La préparation en amont. Connaissez votre sujet sur le bout des doigts. Vérifiez tout votre matériel en amont de la présentation. Hein. On cherche les câbles et tout, ce n'est pas tellement idéal. Essayez d'arriver en avance pour voir comment fonctionne la matériel, la connexion. Essayez de commencer par un titre impactant qui va les captiver leur attention. Des images. On oublie les bullet points à l'infini, les phrases sans fin. On est visuel. On limite le texte au maximum au minimum, pardon. Et si c'est un texte, plutôt des bullet points. On n'écrit pas les phrases pour chaque slide, juste des petites notes et on parle, on regarde son audience, on interagit avec elle. Voilà, on est sur scène et donc on est devant un public très exigeant. Pendant la présentation, toujours au niveau de la forme, eh bien, on regarde donc justement tous les membres de l'audience dans les yeux, on essaie de captiver leur attention, on respire. On ne tourne pas le dos au public pour regarder sa présentation et se souvenir de ce qu'on a mis. On regarde éventuellement son ordinateur ou un retour. On utilise un maximum d'analogies, d'histoires, d'exemples. On répète les points essentiels de la présentation au besoin, puisque vous le savez, des recherches ont démontré que sur une présentation de 10 minutes, l'audience se rappelle environ de 50% de ce qui a été discuté, le lendemain 25% et au bout d'une semaine 10%. Donc, autant répéter. Alors, ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, il y a plusieurs conseils à vous donner. D'abord, connaissez votre objectif. Si vous devez faire une présentation devant la C-suite ou devant le conseil d'administration, ne commencez pas par votre présentation sans avoir très clairement un objectif en tête. Je dis toujours aux personnes que j'accompagne, que je mentor, « Why are we here today ?» On est là pourquoi aujourd'hui? On commence par ça. Si vous ne le savez pas, vous cherchez avant d'entrer dans la salle. Hein. Il vaut mieux, rien de pire pour des cadres supérieurs ou un board d'assister à une présentation sinueuse, sans objectif clair, on ne sait pas où on va, c'est insupportable. Si vous vous présentez avec divers niveaux de hiérarchie, pensez à valider ce que vous allez dire avec votre supérieur direct. Si, par exemple, vous présentez au conseil d'administration, pensez à valider auprès de votre CEO, etc. Hein, pas de surprise, pendant la présentation, ça vaut mieux. Restez simple, concis, c'est mon deuxième conseil. Votre présentation doit être aussi courte que possible. Si vous avez 15 minutes pour présenter 40 diapositives, il y a un petit problème, d'accord ? Donc, allez rapidement à l'essentiel. Et une façon de garder les choses claires, c'est de commencer dès le début par la conclusion. C'est-à-dire où est-ce qu'on va arriver dès le début. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous demander d'autoriser une approbation d'un montant maximal de 150 000 $ pour régler le litige avec la société Tartampion. Et je vais vous présenter rapidement l'analyse, puis on répondra à vos questions. Voilà. Moi, je suis là parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de 150 000 $ pour résoudre ce truc. Donc, si vous avez envoyé les documents à l'avance, vous pouvez y faire référence. Je sais que vous avez lu les documents à l'avance. Je vais donc aborder juste quelques points clés. Voilà, supposez qu'ils ont lu les documents à l'avance, à moins qu'ils vous disent le contraire lorsque vous démarrez la présentation.
Troisième conseil, pratiquez. À moins que vous ne soyez l'orateur le plus extraordinaire de la planète, assurez-vous de bien comprendre les questions juridiques dans leur intégralité. Trébuchez pendant la présentation, cherchez ses notes ou dire « je ne sais pas » à peu près 15 fois pendant la présentation, ça ne va pas vous aider dans une présentation face au COMEX. Donc, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. C'est particulièrement utile de demander à un collègue, par exemple, devant qui vous allez répéter la présentation, de vous poser des questions pièges, de vous dire « ça, je ne comprends pas ce que tu veux dire ». Et vous serez du coup, si vous êtes un orateur nerveux, beaucoup plus à l'aise dans cet exercice si vous êtes entraîné à répéter la présentation. Cet entraînement supplémentaire vaut vraiment la peine et si nécessaire, et si vous sentez que vous n'êtes pas un orateur hors pair, pensez à demander lors des évaluations annuelles une formation de prise de parole en public. Et là, à ce sujet, Audrey va nous mettre un lien. Nous avons déjà reçu quelqu'un qui s'appelle Lindia Le Sauvage, qui est exceptionnelle en termes de prise de parole en public. Et on l'a eu dans le Legal Club Sandwich et elle donne plein de petits conseils sur des présentations en Zoom que je vous conseille d'écouter. Donc, attention à la problématique de la confidentialité de vos avis, puisqu'on en a parlé aujourd'hui. Donc, limitez la distribution du deck aux seuls membres de l'équipe de direction et du conseil d'administration qui doivent avoir une copie de la presse. Si vous ne voulez pas omettre si vous voulez faire vraiment attention, eh bien, faites attention justement à ce que vous mettez dans le deck que vous distribuez et à qui vous le distribuez. Je rebondis sur ce qu'a dit Stéphanie. Pensez à la façon avec laquelle quelqu'un d'extérieur lirait cette présentation stratégique s'il venait à tomber dessus. Finissez toujours par un plan d'action. Lorsque vous terminez une présentation au COMEX, attendez ce qu'il vous demande. Quelle est la prochaine étape? Ça va toujours tomber, cette question. Donc, la fin de votre présentation doit systématiquement comporter ce que j'appelle un call to action, un appel à l'action. De quoi avez-vous besoin de la part de l'équipe de direction? S'agit-il de l'autorisation de prendre certaines mesures dans le cadre d'un litige, d'un budget pour la mise en œuvre d'une nouvelle technologie, une legal tech, comme nos amis de Leeway, des conditions dans une transaction? Quel que soit le cas, soyez sûr d'annoncer ce dont vous avez besoin en termes clairs et concis. Un autre petit conseil, j'en ai beaucoup aujourd'hui, désolé, attendez-vous à être interrompu. Vous devez attendre, vous adoriez qu'on attende les questions à la fin, mais vous allez être interrompu. Donc, si vous avez 15 minutes, faites une présentation de 10 minutes et laissez 5 minutes parce qu'on va vous poser des questions, on va vous interrompre, on va vous challenger sur ce que vous êtes en train de dire. Les questions vont probablement être difficiles, donc encore une fois, essayez de réfléchir à l'avance. Et si vraiment vous ne connaissez pas la réponse, alors là, par contre, je ne sais pas, mais je vais vous me renseigner et je reviens vers vous d'ici XY et vous le faites bien évidemment très rapidement. Mais vous pouvez quand même vous préparer aux questions de plusieurs façons. Donc, vous pouvez examiner chaque point que vous présentez, essayer de trouver les questions qu'on va vous poser. Vous pouvez demander à un autre membre du COMEX qui les connaît bien sur quel type de choses les membres du COMEX réagissent d'habitude. Vous pouvez demander à un collègue de vous poser les questions qu'il poserait. Voilà. Bon. C'est idéal si votre présentation ne va pas susciter de questions, vous restez in control et Dieu sait pour ceux qui me connaissent que j'aime rester dans le contrôle. Mais bon, voilà. Donc, n'incluez pas des informations qui ne sont pas si nécessaires à la décision qu'on doit prendre, si surtout elles appellent à des questions qui vont vous compliquer la vie. Pensez un petit peu à ça. Allez, encore quelques derniers conseils. Restez humble. Attention à ne pas agir, on se connaît, les juristes et les directeurs juridiques et les avocats, à agir comme si vous étiez la personne la plus intelligente de la pièce. Donc, votre rôle dans la présentation est de fournir des informations, des faits, de conseiller l'analyse juridique en fonction de ce que vous pensez. Mais si l'équipe de direction décide d'aller dans une autre direction, ne soyez pas trop agressif, n'insistez pas absolument pour votre solution comme étant la seule voie à suivre. Ne soyez pas consterné, que ça se voit sur votre visage, si l'équipe de direction simplement ne va pas du tout, vous dites, ou vous levez les yeux au ciel en façon d'indiquer, mais mon Dieu, ce sont tous des imbéciles, ils n'ont rien compris. Voilà, donc acceptez la décision et on move on, on passe à autre chose. Essayez d'éliminer également le maximum le jargon juridique dans de telles présentations, parce que vous faut réaliser que parfois, c'est une langue étrangère, ce qu'on parle pour des gens qui ne sont pas juristes. Et si vous obtenez un oui de la part du COMEX, ne continuez pas à présenter, ne continuez pas à parler, il pourrait changer d'avis, vous partez de la pièce.
Voilà. Et dernier petit point pour conclure. Attendez-vous à un drame. Il y a toujours des drames. We love a bit of drama. Donc, ne supposez pas, encore une fois, que le projecteur ou le Zoom fonctionnera. Ayez des copies papier à distribuer au besoin si ça doit le faire. Hein. Allez aux toilettes avant la réunion. Ça serait quand même ennuyeux d'avoir oublié ce petit détail. Évitez les vidéos, enregistrements intégrés, les animations, sauf si vous êtes dans le marketing, vous avez fait du design, hein, parce que l'animation, la vidéo qui ne se déclenche pas et la roue de la mort sur Mac, on évite. Les fautes de frappe, hein, une faute de frappe ou d'orthographe à chaque mot, moyen. Et voilà. Donc, présenter les questions juridiques ou commerce, ça peut être une expérience éprouvante, mais c'est une compétence nécessaire si vous voulez progresser dans l'entreprise au sein du service juridique ou si vous cherchez un poste plus important dans une autre entreprise. C'est vraiment un exercice obligatoire. Donc, cherchez des occasions de présenter des exposés, d'être mis en valeur, de vous mettre en difficulté, mais préparez. Les clés du succès sont simples. Préparez-vous trop, restez simple, ayez une demande claire et faites vite. Merci Audrey, merci Pierre pour ces super chroniques comme toujours. Du coup, on a 2 questions pour terminer l'émission d'aujourd'hui, Stéphanie. La première, c'est une question de Morgane qui, elle, nous dit que dans certaines entreprises, notamment américaines, le fait de ne pas avoir le barreau est pénalisant pour y postuler. Et du coup, elle se demande si si le fait d'obtenir le legal privilege pourra mettre fin à cette discrimination. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, elle a complètement raison. C'est malheureusement un des exemples. Il y a plusieurs situations. On a des situations d'entreprises françaises qui ont, entre guillemets, délocalisé, et je ne les citerai pas, mais il y a 2 très grandes entreprises du CAC 40 qui ont délocalisé une partie de leur services juridiques contentieux dans d'autres pays européens pour justement ne pas se retrouver dans ces situations et pouvoir les gérer sous le sceau de la confidentialité. Et en effet, oui, elle a pleinement raison. Si demain, j'allais dire, avocats et juristes étaient traités de la même manière et qu'en effet, dans l'exemple que donnait Pierre, pour une entreprise, elle ne se dirait pas « Ouf, vais-je avoir un maillon faible dans l'histoire qui mettrait à mal potentiellement tous les conseils que je pourrais obtenir de cette direction-là », en effet, cela résoudrait évidemment ce problème. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qu'on a souvent soulevé en disant qu'il y avait une vraie question autour, ne l'oublions pas, que plus nous aurons des juristes d'entreprise, alors là on parle des Français, mais plus on aura de juristes d'entreprise qui rentreront dans ces boîtes-là, plus, si je peux me permettre, et je pense que Pierre ne me contredira pas là-dessus, c'est que nous aurons aussi, naturellement, parce que les juristes français ont été élevés avec des cabinets d'avocats français qu'ils connaissent bien et des gens autour d'eux, on aura tendance aussi à déployer du droit continental, des avocats français et des gens européens, plus que des choses qui sont moins natives pour nous aux États-Unis. Dernière question du coup de Benoît qui nous dit, lui, que si les juristes d'entreprise ne sont pas reconnus au même niveau que les avocats, ne faut-il pas mieux agir au niveau du ministère de l'enseignement supérieur plutôt que de se heurter depuis des années au lobbying des avocats? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Stéphanie? Je pense que… Alors, nous répondons tout de même de l'environnement du secteur qui est celui de la justice. Et donc, en tant que, j'allais dire, auxiliaire de justice, quelque part, nous avons une sorte de… Alors, nous ne l'avons pas parce que les juristes d'entreprise ne sont pas reconnus aujourd'hui, ils ne sont pas… en tout cas, ils sont reconnus dans la loi comme étant une profession, mais ils ne sont pas reconnus avec des droits et obligations nécessaires ou suffisants qui vont avec. Mais nous sommes tout de même liés à une profession qui est la profession juridique. Et donc, notre profession n'est ni l'enseignement, ni des choses de recherche, et donc dont dépendent les ministères de l'enseignement. En revanche, ce qui est vrai, il y a un point qui est juste, c'est qu'on y travaille d'ailleurs aussi beaucoup, c'est qu'au niveau de l'enseignement, je pense qu'il serait très utile que les notions, par exemple, de déontologie, que ce soit pour les avocats ou les juristes d'entreprise, soient prodiguées au plus jeune âge, je dirais, et que dès le début, on puisse embarquer tout le monde dans ces questions de déontologie et leur faire comprendre et assimiler ces questions-là pour que, quelque part, tout au long du parcours, même sans aller à l'école du barreau ou en y allant, comme l'indiquait Audrey, ce soit des personnes qui aient entendu, j'allais dire, les mêmes typologies de réactions et de réflexes déontologiques à apporter à leur métier. Donc, je pense qu'il y a un travail qui peut être fait en amont.
certes, mais après, nous sommes une profession juridique et la profession juridique, il y a beaucoup à voir, j'allais dire, au niveau du ministère de la Justice. Et pour répondre enfin sur un dernier point, c'est que l'autre ministère qui nous a souvent aidés et qui en tout cas a été assez compréhensif sur ce sujet au nom d'une compétitivité de la France, c'est le ministère de l'économie. Donc, on a souvent le ministère de l'économie qui a poussé pour qu'il y ait une évolution des professions du droit et des droits et obligations à cet égard. Merci beaucoup, Stéphanie, pour tout ça. C'était passionnant aujourd'hui. Est-ce que ça t'a plu, toi, ce passage dans Legal Club Sandwich? Absolument ravie. Alors, comme tu le disais, la seule chose, c'est qu'à chaque fois, c'est vrai que j'en suis passionnée. Et je suis ravie de pouvoir répondre à quiconque voudrait m'écrire en parallèle ou autre. Et puis, franchement, je vous félicite énormément. C'est un vrai bonheur d'être avec vous à cette heure-là, avec autant de dynamisme et de joie. Et j'ai beaucoup apprécié aussi vos deux petites présentations courtes d'Audrey et Pierre qui sont right to the point and very fair. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, l'invité du jour, le prochain invité, pardon, dans 2 semaines, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu de quoi on va parler, Audrey? Oui, dans 15 jours, dans 2 semaines précisément, on va recevoir Alexandre Menet, qui est secrétaire général et VP exécutif VP, pardon, du groupe Atos. Il va nous parler de la place du droit dans l'entreprise, des enjeux d'aujourd'hui et ceux de demain. Donc, un sujet qui concerne tout notre auditoire, a priori, que ce soit d'ailleurs les avocats et les juristes. Vous êtes tous les bienvenus dans 2 semaines, encore une fois, à parler de ce sujet-ci. Et il a fait des révolutions brillantes techno au sein même de sa direction juridique. Il a été un des premiers, donc vous allez vous régaler. Eh ben, c'est parfait. Merci à tous pour aujourd'hui. Je crois qu'on peut lancer le jingle de fin. Absolument. Pierre, on vous retrouve dans 15 jours, les amis. Au revoir. Bonne journée.